Jean-Frédéric Blanc, je suis hépatologue et responsable du service d'oncologie digestive du CHU de Bordeaux et je vais vous parler d'un domaine en pleine actualité qui est le traitement des cholangiocarcinomes. Le cholangiocarcinome, c'était le parent pauvre de l'oncologie digestive, d'une part parce que c'est une tumeur rare, au moins dans les pays occidentaux, et comme toute tumeur rare, cela entraînait peu d'intérêt et surtout peu d'investissement. Et puis, c'est également une tumeur au pronostic extrêmement mauvais, avec peu de possibilités thérapeutiques et des diagnostics tardifs. Et ce schéma l'illustre de façon assez éloquente. C'est un diagramme qui montre l'évolution de la mortalité par cancer en fonction des divers types de cancers au cours des 20 dernières années. Et l'on peut remarquer que pour la plupart des cancers, il y a une diminution nette de la mortalité, à l'exception des cancers digestifs en bas et le vilain petit canard. Ce sont les cancers des voies biliaires et les cancers du foie. Donc on avait l'impression d'être dans une impasse. Et la sortie de l'impasse, on la doit à une meilleure caractérisation de ces tumeurs et à l'apport de la biologie, on en reparlera, de la génomique fonctionnelle. Et l'on sait maintenant que les cholangiocarcinomes représentent une entité variable avec plusieurs types tumoraux dont le pronostic, dont le traitement vont être différents. Il y a les cholangiocarcinomes intrahépatiques qui se comportent comme des tumeurs primitives du foie, des cholangiocarcinomes du île hépatique qui posent des problèmes spécifiques de prise en charge chirurgicale, de prise en charge de drainage biliaire, et puis les tumeurs extrahépatiques, parmi lesquelles les cancers de la vésicule biliaire et même les ampulomes qui, dans les essais cliniques, sont souvent inclus dans les essais de cholangiocarcinome. Quand on regarde les cholangiocarcinomes intrahépatiques eux-mêmes, il y a diverses formes histologiques. On a les tumeurs dites mass-forming, qui sont les tumeurs de petite taille situées en périphérie du foie, ou de plus grosse taille, mais vraiment intrahépatiques. Et puis les tumeurs développées à partir des canaux biliaires, soit autour, soit à l'intérieur des canaux biliaires de plus gros diamètre. Ce qui est important, c'est que toutes ces tumeurs ont une origine différente, une histologie différente et une biologie différente, et donc vont justifier des prises en charge spécifiques. Et actuellement, les plus grands progrès, la lumière se porte sur les cholangiocarcinomes intrahépatiques, dont je vais parler plus spécifiquement. Ces cholangiocarcinomes intrahépatiques nous intéressent de plus en plus parce que leur incidence augmente et que l'on peut maintenant bien les traiter et bien faire des essais cliniques. Et puis, ces tumeurs présentent des caractéristiques biologiques qui les rendent accessibles à de nouveaux traitements. Enfin, ce qui est important, c'est que ces tumeurs hépatiques nécessitent une prise en charge multidisciplinaire avec les équipes qui ont l'habitude de prendre en charge les tumeurs intrahépatiques. Et ce sont les équipes qui prennent toujours en charge les carcinomes hépatocellulaires. Et on a pu ainsi appliquer aux cholangiocarcinomes intrahépatiques l'expérience acquise avec les carcinomes hépatocellulaires. Et lorsqu'on regarde l'algorithme thérapeutique, on s'aperçoit qu'il ressemble de très près à ce que l'on connaît avec la classification BCLC du carcinome hépatocellulaire. On a des tumeurs à un stade précoce, c'est 14% en moyenne en France, qui sont résécables et qui vont bénéficier d'une chirurgie et en général, du fait d'un haut risque de récidive, d'un traitement adjuvant. Cela permet une médiane de survie aux alentours de 50 mois. À l'opposé, 2/3 des patients vont être diagnostiqués à un stade extrêmement tardif, avec des complications, une altération de l'état général ne permettant pas un traitement autre que des soins de support. Bien sûr, il y a tout un travail à faire pour permettre un diagnostic plus précoce. Et entre les deux, on a ces stades intermédiaires qui peuvent être des tumeurs uniquement intrahépatiques mais non résécables, pour lesquels on pourra proposer dans ces RCP spécialisés des traitements locaux régionaux, tels que la chimioembolisation, les destructions percutanées ou la radioembolisation, qui a une autorisation dans l'indication cholangiocarcinome en France. Tout ça est bien moins bien validé que dans le carcinome hépatocellulaire. Le niveau de preuve est plus faible, mais on a des données de la littérature et des médianes de survie qui sont aux alentours de 20 mois. Lorsque les tumeurs ne sont pas résécables et a fortiori lorsqu'elles sont métastatiques, on fait un traitement systémique. Et là, c'est la grande différence avec le carcinome hépatocellulaire. Le traitement systémique du carcinome hépatocellulaire sont les inhibiteurs multicibles de tyrosine kinase et l'immunothérapie. Dans le cholangiocarcinome, cela reste la chimiothérapie en première et seconde ligne. Et la grande nouveauté, c'est
l'identification de mutations qui sont importantes pour la tumeur, qui peuvent être ciblées et qui vont permettre d'accéder à une médecine de précision, à une médecine personnalisée. Si l'on regarde les traitements actuels, donc la première ligne, ça reste l'association cisplatin-gemcitabine. La chimiothérapie, ce sont des données qui datent d'un peu plus de 10 ans, avec une médiane de survie à 12 mois. Donc c'est le traitement standard, tout cela a été validé. En seconde ligne, la situation est beaucoup plus incertaine. On a l'habitude de faire des chimiothérapies à base de 5-fluorouracil, soit seul, soit en association avec des sels de platine ou de l'irinotécan. La médiane de survie est 7 mois dans cette étude française rétrospective de la GEO. Et cette médiane de survie à 7 mois est obtenue que l'on fasse du 5-FU en monothérapie ou en combinaison, sachant que les combinaisons entraînent un surplus de toxicité. Le standard, il est établi depuis peu en seconde ligne grâce à une étude de phase 3 internationale, l'étude ABC06 qui vient d'être publiée et qui montre un bénéfice du FOLFOX par rapport au traitement par les soins de support. On remarquera que là aussi, la médiane de survie est à 7 mois, et que donc peut-être que le FOLFOX ne fait pas mieux que du 5-FU, mais on n'a pas les données, donc le FOLFOX est le standard de seconde ligne. Alors on le voit, on est en train d'atteindre le plafond de verre avec les chimiothérapies, les médianes de survie sont relativement courtes, et on ne peut pas utiliser ces chimiothérapies très longtemps, il y a des toxicités cumulatives, donc on est un petit peu dans l'impasse. Et la sortie de l'impasse, on la doit à la biologie moléculaire et au séquençage des tumeurs, maintenant beaucoup plus facile. Et cela commence en 2017 avec cette étude qui a permis de séquencer plus de 10 000 tumeurs, tout type de tumeurs cancéreuses. L'objectif était d'identifier des mutations essentielles, ce qu'on appelle des mutations drivers, dont dépend la tumeur, et des mutations qui sont accessibles à des traitements, soit disponibles, soit en cours de développement. Et là, on se rend compte que les tumeurs des voies biliaires, le cholangiocarcinome, comportent un grand nombre de mutations dites activables, c'est près de 45% des cas, et c'est la tumeur digestive qui présente le plus de mutations. Si on regarde l'autre tumeur primitive du foie, le carcinome hépatocellulaire, c'est au contraire très peu, c'est moins de 5%. Et donc la médecine de précision ne peut pas être appliquée actuellement au carcinome hépatocellulaire, mais peut l'être au cholangiocarcinome. Alors si on rentre dans les détails, beaucoup de mutations. Ce qui est intéressant, c'est que ces mutations ne sont pas les mêmes selon qu'on étudie les cholangiocarcinomes intrahépatiques ou les cholangiocarcinomes extrahépatiques, et que ce sont les cholangiocarcinomes intrahépatiques qui ont le plus de mutations et le plus de mutations ciblables, avec 2 mutations qu'on retrouve fréquemment, jusqu'à 20% des cas chacune, les mutations IDH1 et les fusions-réarrangements du FGF récepteur 2. Je vais vous montrer les résultats de cette médecine de précision, en commençant par les mutations IDH1. IDH1, c'est une enzyme que l'on rencontre dans les mitochondries. Lorsqu'elle est mutée, il y a une accumulation d'un produit toxique qui favorise le cholangiocarcinome. On dispose d'un inhibiteur d'IDH1 qui s'appelle l'ivosidenib et qui a été étudié en phase 3 après échec de chimiothérapie versus soins de support. Et les résultats sont très clairs. Au début, les courbes sont assez superposables. Ils correspondent à des patients qui sont traités de façon trop tardive pour bénéficier du traitement, mais ensuite les courbes se séparent très nettement. Le hasard ratio est à 0,49, ce qui est un hasard ratio extrêmement important en oncologie. Et donc, il y a un bénéfice de l'ivosidenib chez ces patients, et ce traitement a l'autorisation d'utilisation en France dans les cholangiocarcinomes avec mutation IDH1. L'autre anomalie, c'est la fusion et le réarrangement du gène codant pour le récepteur FGFR2. Ces anomalies conduisent à une activation de cette voie de signalisation des facteurs de croissance extrêmement importante. Et dans cette situation, les inhibiteurs de FGFR2, quels qu'ils soient, montrent une efficacité oncologique nette avec une diminution des tailles tumorales chez la plupart des patients, ce que l'on voit sur ces courbes dites en chute d'eau. Si on s'intéresse au pemigatinib, qui est le plus avancé dans son développement, on voit que quasiment tous ces patients qui étaient préalablement traités par chimiothérapie vont avoir une réponse, et surtout, sur la courbe du haut, un bénéfice en survie globale qui est extrêmement important. Là, on est à plus de 20 mois de survie globale. Ce qui est aussi important à noter, c'est que ce bénéfice n'est observé qu'en cas de fusion
réarrangement et n'est pas observé dans les autres anomalies de la voie de signalisation et les autres mutations. Et donc, ce traitement est là aussi autorisé en France maintenant, en cas de fusion-réarrangement FGFR2 dans le cholangiocarcinome. On note également que cette fusion, ces réarrangements FGFR2 correspondent à un phénotype particulier, même si cela reste à confirmer, et toucherait plutôt des femmes, plutôt un peu plus jeunes que la moyenne des cholangiocarcinomes, et avec un pronostic qui est spontanément plus favorable, avec des médianes de survie qui sont un petit peu plus élevées dans les études rétrospectives ou les études cliniques. Donc ça serait à la fois un facteur pronostique et theranostique. Il existe un certain nombre d'autres mutations qui sont accessibles à des traitements déjà disponibles, mais qui n'ont pas l'indication encore en France dans le cholangiocarcinome. Je citerai les mutations HER2 que l'on rencontre aussi dans les cancers de l'estomac et qu'on a l'habitude de traiter par trastuzumab en oncologie digestive. Ces mutations sont présentes peu dans les intrahépatiques, mais beaucoup plus dans les cancers du IL et les cancers de la vésicule biliaire, et semblent répondre de façon très intéressante dans les études précoces aux anti-HER2. On pourra dire la même chose de la mutation BRAF V600E, qui dans les mélanomes est prédictive d'une réponse à des thérapies ciblées spécifiques. Eh bien, dans le cholangiocarcinome, les études préliminaires montrent la même chose, c'est-à-dire un bénéfice et des réponses objectives chez les patients traités par ces inhibiteurs de la voie BRAF. Et donc, le tableau du cholangiocarcinome, c'est maintenant le tableau de la médecine de précision. On recherche des mutations et on peut avoir des traitements spécifiques pour les intrahépatiques avec les fusions FGFR2, les mutations IDH1. On retrouve des mutations KRAS, des mutations BRAF, d'autres mutations qui sont aussi ciblables. Et puis, on peut et on doit aussi rechercher le statut MSI qui permet d'accéder à l'immunothérapie. L'immunothérapie a été développée dans le cholangiocarcinome, indépendamment du statut MSI, avec des anti-PD-1 ou PD-L1. Les résultats ne sont pas extraordinaires pour l'instant en seconde ligne. Il y a aussi des études en première ligne en association à Gemzar cisplatine avec le pembrolizumab ou le durvalumab. Ces études sont clôturées. On attend les résultats. Il pourrait y avoir un changement de standard en première ligne si elles sont positives, mais à l'heure actuelle, très clairement, l'immunothérapie, c'est pour les statuts MSI, et cela indépendamment des tumeurs, donc dans le cholangiocarcinome aussi. Et vous avez ici l'exemple d'un patient qui avait une infiltration tumorale hépatique majeure, un CA19-9 très élevé, qui après 18 mois de traitement est en réponse complète clinique radiologique. En conclusion, on assiste à un grand changement dans la prise en charge des cholangiocarcinomes, en particulier les cholangiocarcinomes intrahépatiques, grâce à l'expertise multidisciplinaire et à l'apport de la biologie moléculaire et de la médecine de précision. Et l'on peut donc faire une prise en charge qui actuellement repose sur une chimiothérapie de première ligne par Gemzar cisplatine, mais avec un screening moléculaire réalisé dès le début de la prise en charge, ce qui permettra en cas de progression de donner un traitement spécifique et ciblé en fonction des anomalies moléculaires qui ont pu être identifiées. Certains médicaments sont déjà disponibles, l'ivosidenib, le pemigatinib. D'autres sont disponibles en essai clinique ou peuvent être discutés en RCP moléculaire. Et les 50% de patients qui n'ont pas d'anomalie ciblée pourront avoir une chimiothérapie de deuxième ligne. Et l'on assiste donc à un grand bouleversement et une tumeur qui était jusqu'à présent délaissée en oncologie digestive et qui maintenant devient un modèle dans la médecine de précision.